Ah, c'est l'heure de prendre un café avec notre député dans notre salon. Monsieur Lemire, bonjour. Monsieur Manger. Santé, chin-chin à distance, c'est l'heure du café. Toujours un plaisir. Là, avez-vous mangé beaucoup de chocolat en fin de semaine, là? Ça passe, là? J'essaie de faire attention. Avec le rythme de vie que j'ai, particulièrement ces temps-ci, non, faut faire un peu plus attention. Là. Le sport reprend tranquillement, mais à l'âge où je suis rendu, faut que je modère. C'est bon, ça. On se gâte une fois de temps en temps. Ah ouais, t'es plus jeune que moi, François. On va parler de budget, évidemment, entre la dernière émission et l'émission d'aujourd'hui. Il y a un budget qui a été déposé au fédéral. Tout d'abord, votre réaction à ce budget-là? Bien, réaction spontanée, c'est pas un bon budget pour le Québec. Pourquoi? Parce que les deux principales demandes urgentes, importantes, c'est-à-dire des transferts en santé, j'ai eu l'occasion de nommer cet enjeu-là souvent dans le cadre de cette émission. Donc, 28 milliards à transférer dans les provinces, qui est une demande unanime du Québec et des provinces. Ça représente 6 milliards pour le Québec, peut-être environ 120 millions pour l'Abitibi-Témiscamingue, de l'argent récurrent, prévisible. Dans les années 50, on payait 50 % de la facture. Maintenant, c'est 22 % de la facture du fédéral. Donc, le fédéral se désengage. Et là, il y a un consensus qui est demandé pour dire au fédéral, là, il est temps que tu fasses ta part. C'est facile de dire que toi, tu as de l'argent et tu la dépenses allègrement. On l'a vu dans la dernière année. Mais en même temps, cet argent-là, c'est notre argent qui est dépensé ailleurs que dans nos priorités du Québec, c'est-à-dire la santé, particulièrement dans un contexte comme on a vécu avec la COVID. Et on sait tous les problèmes du système de santé, tous les problèmes au niveau des ressources humaines, mais aussi des infrastructures, des hôpitaux, des CHSLD et autres. Cet argent-là devait être transféré. Donc, le gouvernement fédéral a envoyé, avec la complicité du NPD, une fin de non-recevoir en ce sens-là, en disant, nous, on sait mieux comment gérer les hôpitaux que vous autres, on sait mieux comment gérer la santé que vous autres, on va vous envoyer à la pièce des petits montants, des fois des bons montants, mais quand même dans des enveloppes précises. Et souvent dans des contextes qui sont dans les compétences du Québec. Le NPD a vendu son âme, je me permets, demandé un chèque en blanc. On a signé un chèque en blanc au gouvernement, je pense que c'est une expression plus adaptée. Donc, avant même de voir le budget, on dit « on va vous appuyer ». Et si vous avez notamment l'assurance dentaire. Mais l'assurance dentaire, on l'offre déjà pour les enfants de moins de 10 ans au Québec. On paye ça avec la RAMQ. Et donc là, il n'y a pas rien qui dit dans le budget, est-ce que ça va faire partie d'une compensation pour le Québec? Évidemment, sans droit de regard. Et on veut être capable de prendre cet argent-là qu'on utilise déjà, la mettre ailleurs. Parce qu'on a déjà fait ce choix-là d'offrir l'assurance dentaire pour les enfants de moins de 10 ans. Donc ça a des conséquences. Est-ce qu'on va payer en double un système qu'on offre déjà chez nous? C'est peut-être ça qui va être la conséquence, puisqu'on n'a pas de réponse de ce côté-là. De l'ingérence dans les compétences des provinces, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Autre volet, les aînés n'ont rien eu. Et même, non, ils ont eu un petit graphique, tu vois, dans le budget à un moment donné pour dire, on n'offre rien aux aînés parce qu'on constate que leur qualité de vie est bonne, parce qu'en moyenne, les aînés réussissent bien. Mais moi, j'ai toujours de la misère, quand on est surtout dans un contexte d'inflation comme ça, là, de dire qu'il y en a, la moyenne est bonne. Mais ça veut dire que l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit énormément. Et ceux qui étaient pauvres, surtout les aînés, n'ont pas l'occasion de faire des revenus supplémentaires. Fait qu'avec un montant qui est déjà pas très élevé, ils vont beaucoup moins, on sont capables de dépenser beaucoup moins. Le prix du logement augmente énormément, on le sait. Panier d'épicerie, l'essence et tout. Donc, avec le même montant d'argent, c'est une situation qui est très dramatique pour les aînés. Et ça a un impact et ils n'ont pas été entendus. Donc, pour ces deux raisons-là, je ne te ferai pas de scoop, François, je m'en excuse, mais le Bloc québécois ne votera pas pour ce budget-là. Et la population en général, face à ce budget-là, de quelle façon elle doit le percevoir aussi? Parce que, tu sais, on t'a parlé de l'augmentation du coût de la vie. En gros, quelles sont les réelles mesures dans ce budget-là par rapport à ça? On constate quelques jours après que c'est un budget qui crée une certaine indifférence. C'est un budget qui a été stratégiquement annoncé un jeudi soir à 4 heures avant une pause de 2 semaines de la Chambre. Donc, on ne voulait pas que les oppositions puissent s'emparer nécessairement d'une forme de critique de ce budget-là. Quand on le regarde juste physiquement, le budget de l'année passée était à peu près ça d'épais. Celui de cette année présenté, il est à peu près gros de même. Mais on a déclenché une élection entre les deux parce que c'était donc urgent qu'on n'avait pas les moyens de gérer la COVID puis ils ne savaient pas comme quelle décision. Ça prenait un mandat clair pour être capable d'avoir les marges de manœuvre pour agir. C'est un budget qui a voulu être plus responsable, mais en même temps, on ne sait pas l'échéance à quel moment on va arrêter de faire des déficits. Donc, peut-être que c'est un concours de circonstances, j'ai l'impression. L'inflation amène des revenus supplémentaires au gouvernement, donc il est peut-être moins catastrophique qu'on l'aurait attendu.
Mais pour le NPD, il n'y a pas là un budget que je qualifierais de progressiste. Notamment parce que les aînés ou les personnes moins nanties n'ont pas une part d'aide pour couvrir l'inflation, ni nos PME. Il y a quand même des éléments que je trouve intéressants dans ce budget-là. Je ne peux pas dire que tout est mauvais, là. Notamment, puis c'est quelque chose que je revendique depuis que je suis été élu. Pour moi, un des principaux problèmes de la pénurie de la main-d'œuvre en région, c'est la construction de logements. Il n'y a pas assez de logements. On est capable d'attirer des travailleurs, mais ils ne sont pas capables de se trouver une maison ou un logement. Ça, c'est problématique. T'sais. Donc, on veut stimuler la construction de logements. C'est une bonne nouvelle. En même temps, on parle de logement et de logement abordable. Mais la définition canadienne du logement abordable, c'est un loyer à 1 200 $ par mois. 1 200 $ par mois en Abitibi-Témiscamingue, c'est pas particulièrement abordable. Pas pour les gens qui sont moins nantis, puis encore là, je le nomme, les personnes âgées. Donc, on ne parle pas de logements sociaux. Et là, encore là, est-ce qu'il va y avoir des conditions qu'on va donner aux provinces? Parce que c'est Québec qui gère la question du logement. Est-ce qu'on a créé dans ce budget-là le contexte d'une chicane sur toutes les 30 cents qu'on va être obligé de demander à Ottawa? Il m'apparaît être de ça. Donc, on entendait les politiciens provinciaux dire, là, on parle de logement abordable, mais le logement social, c'est dans notre cour. C'est pas au fédéral à le gérer. Là. Ça s'est entendu dans la dernière semaine. Exact. Puis la dernière entente sur le logement avec Québec, ça a pris 3 ans avant qu'on puisse s'entendre pour recevoir les sous. Le 6 milliards que ça représentait. Non, 6, je me trompe peut-être, 3 ou 6 milliards. Mais c'est arrivé finalement dans le contexte de la COVID où les prix ont augmenté de façon importante. Donc, on n'a peut-être pas eu notre bonne part, notre juste part par rapport à l'Ontario dans lequel l'entente a été plus rapide. D'autres mesures intéressantes, on a parlé de métaux critiques stratégiques. Donc, il y a une stratégie nationale pour ça. C'est quelque chose qu'on a jasé à cette émission-là parce que c'est quelque chose que j'aurais revendiqué dans la dernière année puis qu'on a étudié en comité de l'industrie. Donc, c'est quelque chose qui va avancer, donc qui peut être bon pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. La question aussi des bornes électriques, on veut être capable de le couvrir davantage. On va y revenir, ça d'ailleurs, dans un autre segment de l'émission un peu plus tard. C'est déjà l'heure de la première pause. On pourra revenir sur certains sujets que j'ai déjà entendus. Là. Au retour de la pause, on va parler de la situation en Ukraine parce que ça vous touche. Ça m'a interpellé, en effet. Voilà. On en a parlé dans la dernière émission, on va en reparler aujourd'hui de la guerre en Ukraine, puisque là, vous allez accueillir des réfugiés ukrainiens. Oui, c'est un choix de famille. Ça, c'est pas quelque chose que je fais à titre de député, mais à titre personnel. C'est, bon, dans la vraie vie, une décision aussi qui a été prise par ma copine. Le contexte, c'est évidemment quelque chose dans lequel on se sent énormément impuissant, qui nous interpelle, puis qu'on a souhaité pouvoir, nous aussi, être capable d'avoir un impact. Donc, le premier, ça va être évidemment sur les enfants, donc qui sont prêts à laisser leur chambre, s'installer, revenir avec les lits superposés dans le bureau à Émilie, puis de pouvoir rendre le sol disponible pour ça. Est-ce que ça va être un engagement sur 2 semaines, 2 mois, 2 ans? Ça, on n'en a aucune idée. Mais notre cœur est grand ouvert là-dessus parce qu'on souhaite pouvoir effectivement faire la différence. On se dit que c'était notre cas d'être obligé de tout laisser derrière nous, un endroit dont on ne sait pas si on va avoir l'occasion de revenir. Ça serait particulier, puis de pouvoir être hébergé dans un contexte comme on se sent évidemment privilégié dans les circonstances. Moi, je demeure à Rouyn-Noranda, donc à proximité, dans le quartier Sacré-Cœur, à proximité de parcs, à proximité de l'école, à proximité d'épicerie. Donc, on a souhaité pouvoir rendre ce milieu de vie-là disponible. En même temps, c'est une expérience humaine qui risque d'être assez prenante, assez enrichissante. On n'a aucune idée dans quel état psychologique les gens vont arriver, même si
on les sent quand même déterminés à pouvoir arriver rapidement, puis ils ont une volonté d'être autonomes. Ça, c'est des choses qui nous communiquent. Reste que l'arrivée au pays peut être différente. Donc, on est très ouvert à toute cette situation-là, mais en même temps, c'est ça, on ne peut pas prédire qu'est-ce que va avoir lieu notre quotidien. Ce sont des Ukrainiens, donc dont la langue première est russe. On n'est pas donc... on va communiquer probablement davantage en anglais, peut-être avec les applications. C'est beau de voir le réflexe de Jules de vouloir commencer déjà à apprendre quelques mots dans la langue, Jules étant mon plus jeune. Donc peut-être, tu sais, il va y avoir des rôles de grands frères de leur côté, parce qu'on sait que bon, c'est une famille de 5 avec des jeunes enfants. Donc, comme je dis, le cœur est ouvert dans les circonstances, puis on a hâte de pouvoir les accueillir. Là, on est dans une étape dans laquelle il reste, là, les papiers de base ont été obtenus, donc de pouvoir transmettre là, le passeport pour pouvoir recevoir le visa, puis après ça, prendre le billet d'avion puis s'en venir ici. Là. Et c'est une situation qui évolue extrêmement vite, bon, autant au niveau mondial, pas assez à la volonté, là, on s'entend, là, mais qui quand même se développe, puis on en parlait la dernière fois, on se demandait à quel point le Canada va pouvoir apporter son aide rapidement. On voyait des denrées qui étaient ramassées, on voyait... Ouais. Mais là, on le voit concrètement. Bien, ça fait plusieurs semaines que mon collègue Alexis Brunel-Duceppe me permet une petite parenthèse politique là-dessus, mais que le Bloc revendique un avion, un vol nolisé direct, qu'on nolise un avion justement qui pourra prendre ces denrées-là qui sont envoyées, même les armes. Le Canada a investi 425 millions maintenant pour aider l'Ukraine, sans nécessairement les combattre à leur côté. Ils ne veulent pas nécessairement déclencher un processus qui pourrait être irréversible face à Poutine, mais quand même. Donc, on achemine cette aide-là plus directement, pas en Ukraine parce qu'on le sait que si l'avion risque de se faire abattre, mais dans un pays limitrophe comme la Pologne. Et après ça, d'être capable de pouvoir remplir cet avion-là d'Ukrainiens réfugiés qui s'en viendraient ici, puis là, de compléter les papiers qui ont besoin sur place. Parce qu'on s'entend la question des données biométriques, c'est important de savoir la personne, avoir sa photo, les empreintes digitales, les yeux, etc. Tout ça, si jamais la personne ne serait pas une personne qui a un passé criminel ou autre, qu'on soit capable de pouvoir référer à ces trucs-là. Donc, je comprends que le Canada veut être prudent puis d'avoir les données biométriques des gens, et ça prend du temps. Mais il y a moyen d'accélérer les choses. Puis juste un pont aérien serait extrêmement facilitant. Pour des raisons que j'ignore, ça ne va pas assez vite, ça ne se fait pas. Il y a quand même une ouverture qui a été dite de la part du ministre, mais ce vol-là n'est pas encore planifié. Il y aurait moyen d'aller plus rapidement. Mais effectivement, les choses se passent. Avez-vous l'impression que le Canada en fait assez pour aider ces gens-là en ce moment? C'est une bonne question. J'ai eu l'occasion à la Chambre des communes, on a accueilli 5 députées ukrainiennes, des députées femmes évidemment, parce que les hommes sont conscrits et sont au front dans le contexte. Et une discussion que j'ai eue avec l'une était sur l'aide humanitaire, puis de pouvoir, un peu une certaine critique, de dire, bon, mais l'aide humanitaire, elle ne se rend pas actuellement chez nous. Donc là, on a, l'autre vision, mais c'était visiblement d'assurer la sécurité des gens qui travaillent, par exemple, à la Croix-Rouge. Comment qu'on achemine ça pour garder la sécurité des gens? Bon, ça m'apparaît être une réponse raisonnable. Mais dans un autre contexte, une autre conversation, la dame qui me dit... tu sais, on parle qu'on ne veut pas traverser la ligne rouge de la part de l'OTAN, des États-Unis ou du Canada et de déclencher une guerre qui pourrait être quelque chose comme une troisième guerre mondiale ou même une guerre nucléaire. Mais en même temps, sa réaction a été, tu sais, quand on attaque un hôpital pour enfants, là, est où la mince ligne rouge? Là? Elle a été traversée. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on intervienne de façon un peu plus importante? Comme je disais tantôt, le Canada est maintenant à 425 millions d'investissements et ça comprend des armes létales. Donc on est dans l'armement des Ukrainiens. Les premières réactions n'étaient pas celles-là. C'était de l'aide humanitaire, à proprement dit. Donc, l'aide est variée. On sent toutes les questions des sanctions économiques. Je pense qu'on est encore dans les bonnes mesures, sincèrement. Et même dans le choix de mots, ça se traduit de plus en plus et on voit l'évolution du choix de mots. On commence à entendre un peu crime de guerre, on commence à entendre génocide. Ce sont des mots qui sont choisis aussi, puis chaque pays pèse ses mots dans le dossier, mais on sent cette escalade-là aussi. Et je comprends cette obligation de prudence-là,
Parce que en aucun cas, il faudra humilier Poutine. On sait que souvent, la façon dont on gère la fin d'un conflit est souvent la façon qui... Si on humilie quelqu'un, comme les Allemands ont été humiliés après la Première Guerre mondiale, bien, ça a été la graine qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et Poutine, désespéré, pourrait être absolument plus dangereux qu'il l'est actuellement. Donc, il y aura des ententes à être négociées qui devront être quand même pesées. En tout cas, on ne pourra pas humilier personne, je pense, là-dedans. Forcément, les Russes n'ont pas nécessairement, la population russe n'a pas choisi non plus ce conflit-là. Ils se retrouvent à être aussi victimes dans une situation. Et évidemment, il y a toute une course à l'information et dans bien des cas à la désinformation. Donc, il faut demeurer extrêmement vigilant sur l'information qu'on reçoit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Je pense que le Canada a quand même une approche prudente qui est correcte dans les circonstances. Et de notre côté, bien, de voir comment on peut offrir notre aide, bien, c'est la décision familiale dont je vous nommer tantôt, bien, de pouvoir dire, bon, bien, nous, notre maison pourra peut-être être accueillante, mais c'est vraiment une situation où on se sent extrêmement vulnérable, extrêmement confronté d'un point de vue humain. Là. Voilà. On va faire une courte pause de notre côté. On vous revient au retour de cette petite pause. Vous possédez une entreprise, un commerce ou faites partie d'un organisme et vous souhaitez augmenter votre visibilité? Vous souhaitez faire la promotion d'un événement, d'un produit ou d'un service? Mediaté a la solution. Nous pouvons maintenant créer pour vous une capsule promotionnelle animée. Profitez de cette belle nouveauté afin de vous démarquer et capter l'attention de votre public. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations. Alors, on va parler d'un sujet un peu moins, qui est un sujet tout aussi important, pénurie de main-d'œuvre. C'est un petit peu plus léger que de parler de la guerre en Ukraine, mais ça va être sujet au prochain comité de l'industrie. Absolument, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur dans mes priorités parce qu'on s'entend que c'est un sujet qui nous touche assez directement depuis 10-15 ans en Abitibi-Témiscamingue. Le reste du Québec, du Canada, on dirait que ça a pris un peu plus de temps, mais là, c'est devenu une préoccupation partout. Et j'ai souhaité que le comité d'industrie s'y penche pour apporter des solutions, mais surtout d'entendre nos réalités, particulièrement nos réalités régionales. Donc moi, j'ai le goût d'inviter des gens, notamment de la région, la Table Métal en Abitibi-Ouest, qui sont vraiment proactifs dans les pistes de solutions, mais qui sont confrontés à la bureaucratie fédérale. Tu sais, la réalité de voir que des permis de résidence permanente sont à capacité sont possible d'obtenir en Ontario en 7 à 10 mois. Puis du côté du Québec, à 400 mètres, Colin, on n'est pas capable d'obtenir avant 27 à 30 mois. Et ça pose problème. On voit des gens qui quittent la région pour aller en Ontario, pour aller au Nouveau-Brunswick. C'est des cas super concrets qui sont passés par le bureau. Donc oui, la question de l'immigration des travailleurs étrangers temporaires, comment ça, c'est si lourd d'obtenir ça, puis particulièrement jusqu'en Abitibi-Témiscamingue, qu'on n'a pas nécessairement de compensation dans les programmes fédéraux, quand nous, il y a toute la distance, puis de prendre 2 jours de travail pour pouvoir aller chercher là, avec les mesures COVID et autres. Les programmes sont extrêmement mal adaptés à une réalité régionale. Et je souhaite qu'on puisse aborder ces questions-là par le comité de l'industrie. Donc ça, c'est une motion que j'ai pu faire et qui est passée. Donc ça, je suis bien content de pouvoir le faire après une étude sur les minéraux critiques qui était évidemment importante pour la région où j'ai revendiqué qu'on puisse aussi avoir des centres d'excellence de recherche en Abitibi-Témiscamingue à proximité de la ressource, mais la deuxième transformation aussi à proximité des sites. Donc on change le paradigme dans lequel finalement on vient chercher nos ressources, on les amène ailleurs. Bien, ça, c'est des choses qui sont nommées, qui sont entendues. Puis après ça, c'est des moyens de pouvoir faire changer les choses. Moi, ça me surprend à quel point, justement, quand on nomme des choses dans un contexte comme un comité,
des réalités régionales, on voit des choses changer. Ça a été vrai pour l'accès à Internet haute vitesse. On a vu que le fédéral a bougé, que finalement, on transféré les sommes à Québec, ce qui était une excellente nouvelle parce que Québec a agi de cette façon-là beaucoup plus concrète que de dire on va brancher 95% des Canadiens d'ici 2026 ou 2030, t'sais, sachant que c'est nous qui allait peut-être être le dernier 2%. Donc, amener des pistes de solutions concrètes pour la région, mais en attendant nos réalités régionales plutôt que celles de Toronto, je pense que ça va faire du bien. Pendant qu'on parle de main-d'œuvre, on va parler d'Emploi d'été Canada. Oui. Ça paraît peut-être pas en regardant dehors dans les derniers jours. L'été s'en vient. Et Emploi d'été Canada, le programme aussi, ça s'en vient. Bien, donc, les annonces vont se faire. Au moment que les gens vont écouter l'émission, bien, ils devront avoir reçu l'appel. J'avoue qu'ici, au bureau, on a une stratégie peut-être un peu différente d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a des critères qui sont normés. Et ça, c'est une grille de pointage. Les gens devaient déposer jusqu'au mois de janvier. Et selon les critères, bien, il y a une cote. Mais nous, on s'est assuré que chaque personne qui a fait une demande, bien, de pouvoir s'assurer qu'il y ait au moins un poste d'emploi d'étudiant qui a été comblé. Ça, pour moi, c'est une question d'équité dans la région parce que dans certains cas, il peut y avoir un organisme qui peut demander une dizaine, voire même une trentaine d'étudiants. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que c'est un défi de l'obtenir, mais quand tu as ce financement-là, donc on aura pu s'assurer d'avoir un impact pour que tout le monde ait au moins accès à un étudiant. Donc les appels se font au moment qu'on enregistre l'émission. Donc les gens, dès la semaine prochaine, vont pouvoir commencer à pouvoir afficher les postes pour pouvoir combler ces postes-là. Puis on s'entend, c'est nécessaire de le faire avant que le cégep et l'université finissent leur session parce que la course aux étudiants est quand même pas banale dans un contexte de pénurie de la main-d'œuvre. Mais donc, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent là, ces temps-ci. Parfait. Si on parle maintenant du comité aîné, on en a parlé la dernière fois, mais là, ça a commencé. Ça a commencé et donc, ce que j'ai cherché, c'est d'abord d'attendre ceux qui manifesté un intérêt. Donc, par des interventions, les médias en ont parlé, on a pu en parler à cette émission. Je l'ai nommé dans mon bulletin comme député. Donc, les gens ont reçu leur boîte à mal. Si vous êtes intéressé au comité aîné, communiquez avec nous. Et aussi, donc, on a eu plusieurs qui se sont manifestés. Puis, j'ai voulu compléter peut-être avec des gens de mon réseau, mais avec des gens dont je sens qui ont une empreinte inscrite dans la vie des aînés dans chaque MRC. Pour moi, c'est important qu'on ait une réalité sur chaque territoire. Et donc, une première rencontre a eu lieu. On a nommé beaucoup de problématiques. Et l'idée, c'est de voir comment on veut travailler ensemble chacune de ces problématiques-là. Moi, je mets mon bureau et les ressources du bureau à la disposition de ce comité-là. Donc, on a parlé, évidemment, de la question des revenus, la question des services, des soins de santé, particulièrement en milieux ruraux. Donc, il y a beaucoup d'enjeux comme ça qui ont été nommés. Il y avait un comité national des aînés au fédéral que je ne connaissais pas. Donc, cette structure-là ne semble plus active. Mais qu'est-ce qui a été donné comme piste de solution de ce côté-là? Il y a un sommet des aînés qui s'en vient, donc des états généraux par le milieu syndical qui s'en vient prochainement. Donc, on va entendre des pistes de solutions là-dedans, mais comment ça peut s'appliquer dans une réalité comme l'Abitibi-Témiscamingue? Ça va être intéressant de le nommer. Puis je me permets aussi de mentionner que, j'ai envoyé par la poste, encore dans mon courrier de circonscription, une pétition pour pouvoir revendiquer l'augmentation de 110 $ par mois de la pension de sécurité de vieillesse. Et on a eu des réponses, François, assez... j'ai du mal parce qu'on les ouvre, puis bon, on demandait des coach TP, fait que c'est assez long à faire. Moi, je m'attendais peut-être, si on peut en recevoir 200-300, ça va avoir un poids. Mais à l'heure actuelle, on est encore à estimer le montant, puis c'est peut-être autour de 6 000 réponses qu'on aura eues. C'est donc dire à quel point la détresse chez les aînés, elle est importante, mais c'est une préoccupation qui touche les gens qui vivent. Fait qu'on fait le parallèle avec le budget dont on parlait tantôt et ces réponses-là, pour moi, ça démontre comment on est dans une situation dans laquelle il faut agir énormément. Et donc, avec ces données-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir recontacter les gens. Est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce qu'on puisse vous consulter aussi pour pouvoir, notamment le comité aîné dont on parlait tantôt, de pouvoir dire, est-ce que ça pourrait être aussi un focus group un peu plus élargi, pouvoir avoir des données un peu plus concrètes sur la réalité des aînés. Donc, évidemment, des données, c'est précieux, là, c'est pas d'utiliser ces données-là, mais de pouvoir voir, est-ce que vous êtes intéressé à donner votre avis sur certains sujets et d'approfondir un peu plus la réalité.
Mais cette réponse-là de la part de la population, ça a été très touchant là, de voir ça rentrer à chaque jour, une pile au bureau de la part du postier quand il arrivait. Donc, je n'ai pas le nombre encore parce que ça va être un peu plus long qu'on pensait pouvoir traiter tout ça, mais ça démontre à quel point il y a urgence d'agir. On aura la chance d'en reparler. On fait une courte pause pour une petite anecdote au retour qui a un lien avec le budget. Là. OK. Vous allez voir, je pense que j'ai une idée. On parle de ça au retour de la pause. Vous possédez une entreprise, un commerce ou faites partie d'un organisme et vous souhaitez augmenter votre visibilité? Vous souhaitez faire la promotion d'un événement, d'un produit ou d'un service? Mediaté a la solution. Nous pouvons maintenant créer pour vous une capsule promotionnelle animée. Profitez de cette belle nouveauté afin de vous démarquer et capter l'attention de votre public. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations. Octobre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre la polio. Et là, il y a une portion du budget 2022 où il est question de véhicules électriques et mon petit doigt m'a dit qu'il vous était arrivé quelque chose. Oui, je pense que je sais directement à quel petit doigt tu parles. C'est pas ton petit doigt, mais ton téléphone, parce que j'ai été pris à Mattawa parce que les bornes électriques, les deux bornes, celle à côté du Subway et celle en arrière de la Banque Scotia, ne fonctionnaient pas. C'est des bornes que j'ai déjà utilisées par le passé. Et donc, moi, j'ai prévu mon calcul en fonction de ça. Et moi, je m'en allais à la game des Titans contre les Pirates, donc les deux clubs du Témiscamingue pour un match de hockey. Puis finalement, je suis pris à Mattawa. J'ai été pris pendant 4-5 heures là. Tous les défis de... Bon, d'abord, les bornes ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'autres bornes, donc des bornes niveau 2, il n'y en a pas à Mattawa. La borne la rapide la plus proche était à 79 km du côté de Témiscamingue. Il me restait 30 km d'autonomie. Donc, je n'étais pas capable de me rendre. Je téléphone assistance routière, donc le service qu'on paye, qui n'est pas CA, mais presque. Puis je ne les nomme pas juste parce que ça a été une situation vraiment frustrante, parce que je me fais répondre « Vous n'êtes pas en panne parce que là, vous venez de me dire que vous n'êtes pas en panne. » OK, c'est quoi? Il faudrait que je me mette dans le clos. Il faudrait que je me rende justement au bout de ma batterie pour être sûr que j'aille plus de signal pour ne pas être capable de te rappeler. « Ah, monsieur, par gracieuseté, on pourrait vous donner 10 km. Pour vous amener dans un garage. Je ne veux pas aller dans un garage, ça ne me servira à rien parce que c'est un problème de batterie. Mais en même temps, 10 km, je suis pas à Montréal. Là. Moi, la borne est à 79 km. Fait que finalement, un autre par l'assurance routière de mon véhicule, la compagnie de mon véhicule, ils m'ont amené à North Bay parce que le towing ne pouvait pas m'amener au Témiscamingue parce qu'on traversait une frontière. Puis là, je ne pouvais pas faire venir un towing du Québec non plus. Mais North Bay qui n'est pas pantoute sur le trajet. C'est un triangle. Là. Fait que c'est un détour. Je suis resté 2 heures de temps dans une borne niveau 2 parce qu'il n'y avait pas de borne rapide à North Bay. Grosse curiosité de ce côté-là. Fait que finalement, je suis arrivé chez nous, il était 7h15 du matin. Bref, c'est une péripétie qui peut peut-être décourager les gens à aller en véhicule électrique. C'est pas ça l'intention, c'est de dire que c'est important d'investir dans le réseau de bornes, particulièrement en milieu rural. Parce que ce qu'on fait, c'est des longues distances. Mais j'avoue que ça m'a questionné beaucoup comme expérience. J'en parle parce que je veux être capable. Moi, d'abord, comme propriétaire de véhicules électriques, c'est quelque chose que j'adore. J'aime pouvoir me déplacer en électrique, mais il faut qu'il y ait plus de bornes sur le réseau. La région de Témiscamingue, et là, visiblement du nord de l'Ontario, est très mal desservie. On a un rattrapage à faire qui est important de ce côté-là. Pour l'avoir utilisé, mon char, dans à peu près toutes les régions du Québec, il y a un rattrapage à faire de ce côté-là. La bonne nouvelle, c'est que dans le budget, effectivement, il y avait cette volonté-là d'investir dans les bornes rapides un peu partout. Moi, je suis préoccupé par des endroits qui sont à proximité, ils sont sur les routes des longues distances comme on fait dans la région. Est-ce que des endroits comme Saint-Mathieu, particulièrement dans le coin d'Amos, pourraient être intéressants? Ou est-ce qu'on fait des allers-retours? Ou si moi, quand je viens ici l'hiver, de pouvoir en avoir une à McWatters. Quand je suis pas sûr d'être capable de faire l'aller-retour Rouen-Amos, bien, je suis capable de pouvoir y aller. Si j'arrive de Montréal, une à Cadillac, ce serait quelque chose d'important. Si j'arrive du Témiscamingue, est-ce que Baudry et Relais pourraient être des endroits importants? J'ai pris le temps donc cette semaine à la SAR de manger avec Tommy Collard parce que je voulais, lui, être impliqué dans l'association des propriétaires de véhicules électriques. Tu as dû avoir des contacts souvent avec lui. Parce que je voulais savoir davantage c'est quoi les plans, puis pouvoir justement à titre personnel, puis à titre de député, de pouvoir me mettre un peu plus le nez là-dedans pour combler ce retard-là. Parce que c'est
c'est l'avenir avec l'électrique. On le voit avec du 2 piastres le prix de l'essence à 2 piastres le litre. Mais il faut être capable d'avoir un meilleur réseau de bornes dans la région. Puis si l'expérience que j'ai vécue sert à pouvoir dire aux gens, bon, regarde, il va falloir investir un peu plus. En même temps, on s'entend, c'est Hydro-Québec et tout là, qui coordonne le circuit électrique. Mais enfin, il y a un rattrapage à faire. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des bornes niveau 2, les privés aussi peuvent s'engager à le faire. Puis même, j'ai vu des niveaux 3 au niveau privé, dont une ce matin qui ne fonctionnait pas à Malartic, dans un périple. Mais le privé aussi peut investir, puis tu sais, on parle de stationnement de centres commerciaux, des trucs comme ça, où ce sont des endroits qui sont tout appropriés. On va faire l'épicerie, par exemple, on se branche. Ce sont des endroits qui sont tout appropriés pour avoir des bornes. Ah non, mais tu sais, actuellement, il y a des belles initiatives. Là. Je suis venu à Amos 2 fois la fin de semaine dernière pour le sport de mes garçons. Mon auto n'avait pas fini d'être totalement rechargée de la veille parce que je suis allé à Témiscamingue pour voir la Coupe des Titans, parce que les Titans de Témiscamingue ont remporté la Coupe de l'Ontario dans le circuit junior. Et je voulais être là. Je suis un amateur de hockey, je voulais vivre ça. Mais bref, il y a des 4 bornes de recharge. Puis c'est le fun parce qu'à la fin de la journée, à un moment donné, quand je suis arrivé, ben, les 4 bornes étaient occupées. Fait que là, moi, comme j'avais complété ma recherche, j'en avais assez, je me suis retiré. On voit que la mentalité change. Mais il y en a une seule rapide à Amos. C'est un problème, ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dessus puis qu'elle était déjà occupée. Puis... Donc là, ça chamboule un peu nos horaires. Il faut être capable d'augmenter effectivement l'offre, mais les mentalités changent énormément face à l'électrique. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Déjà, c'est la fin de cette émission. Donc, dernière petite gorgée de café. Merci François. C'est toujours un plaisir d'être avec toi pour avoir un contact direct avec les gens, avec les citoyens et les électeurs. Merci beaucoup. Alors voilà, si vous avez des questions pour votre député, vous pouvez nous les envoyer aux nouvelles avec un s@mediaté.ca ou encore nous les envoyer sur Facebook aussi. Et on pourra les couvrir dans la prochaine émission d'un café avec votre député là-dessus. Bonne fin de journée. Merci François.